À l'intérieur de ces deux complexes, entourés d'une sécurité renforcée, les concurrents se préparent. L'épreuve est redoutable. En 24 mois et avec un budget d'1 milliard de dollars, il faudra mettre en vol non pas un, mais 2 appareils expérimentaux. Et pour accentuer encore la pression, Boeing et Lockheed ne seront pas tenus au courant de leurs progrès réciproques. Boeing n'avait peut-être plus construit d'avions de combat depuis les années 30, mais ses ingénieurs ont dès le départ choisi d'innover pour se simplifier la tâche. Cet échafaudage maintient les éléments dès leur arrivée. Les équipes utilisent des lasers pour positionner chaque pièce avec précision dans un espace à 3 dimensions sans avoir à attendre les éléments environnants. Chacun de ces éléments est conçu de manière si précise qu'il s'adapte comme une pièce de puzzle avec le minimum d'ajustement. Avec des techniques comme celle-ci, Boeing a la garantie que les coûts d'assemblage seront réduits d'au moins 75%. C'est un procédé très intéressant. La capacité de Boeing à démontrer comment ils assemblent l'appareil est un atout qui pèsera en sa faveur. La structure de l'imposante voilure Delta, le cœur du concept Boeing, est déjà là. Mais son revêtement est en cours d'élaboration à 1600 km de là, dans les usines principales de Boeing à Seattle. L'ingénieur George Bible a passé toute une année à expérimenter un matériau révolutionnaire qui doit servir à couvrir la surface de l'aile. Un mélange de résine et de fibres de carbone dénommé thermoplastique. Il a déjà servi en petite quantité pour certaines parties des avions de combat, mais personne encore n'a jamais essayé de fabriquer une pièce aussi grande qu'un revêtement de voilure de 10 mètres. C'est un vrai défi. Nous n'avons pas le temps de préparer autre chose. Il faut donc que ça marche du premier coup. Mais hélas, les dernières simulations sur ordinateur ne laissent pas d'être inquiétantes. La conception de la voilure Boeing est peut-être totalement erronée. La Navy a redéfini son cahier des charges et exige un appareil encore plus agile, capable d'emporter plus d'armement. La voilure Delta de Boeing est pour l'instant beaucoup trop lourde. Alors que la construction a commencé depuis quelques mois déjà, les ingénieurs en ont conclu que le seul moyen d'alléger l'appareil était de proposer une nouvelle voilure, avec un empennage arrière. À ce stade, nous devons prendre une décision à propos de l'empennage et nous ne savons pas encore quelle solution choisir. Boeing modifie donc radicalement la forme de la voilure et de l'empennage, ce qui donne à l'avion un aspect différent. La nouvelle version doit être allégée de 750 kg et son agilité sera améliorée. Mais il est trop tard pour appliquer les changements aux 2 machines d'essai, qui sont en cours de montage depuis 8 mois déjà. La firme devra donc soumettre la nouvelle configuration dans sa proposition finale. En testant l'avion modifié en soufflerie et par simulation, Boeing pense pouvoir démontrer le bien fondé de son approche. Pour ceux qui suivent le programme JSF de l'extérieur, c'est un premier signe que les choses ne vont pas très bien du côté du projet Boeing. Les 2 constructeurs font évoluer leurs propositions selon les désirs du Pentagone, mais le concept Boeing ne semble pas aussi malléable que celui de Lockheed et on s'inquiète que Boeing ne puisse pas suivre. On a beaucoup glosé sur leur concept soi-disant erroné. On a dit qu'ils ne pourraient pas voler, qu'ils ne pouvaient pas faire ceci ou cela, qu'ils avaient du retard. Mais c'est faux. Pour moi, ils ont voulu améliorer leur projet en fonction des demandes. C'était tout à fait normal. Rien de plus normal. Quelles que soient les difficultés à venir, à la suite de la remise à plat de leur projet, au moins un des problèmes de Boeing est résolu. L'équipe de George Bible a terminé le délicat revêtement de la voilure et est prête à expédier les éléments. La dernière paire de panneaux est chargée à bord d'un C-5 Galaxy, le plus gros avion cargo de l'US Air Force. J'espère que le vent ne va pas faire tomber notre aile. Bible a dû éliminer le thermoplastique, trop peu fiable, et concevoir des revêtements de voilure façonnés dans un matériau composite plus classique. Bien que plus lourd et moins résistant dans la durée,
Les nouveaux revêtements d'ailes sont finalement en route pour Palmdale, à peu près dans les délais et sans dépassement de budget. Je serai rassuré quand je verrai cet avion disparaître à l'horizon, en direction du sud. Dès que les revêtements d'ailes sont arrivés à Palmdale sans encombre, l'équipe Boeing ne perd pas une seconde. Il faut les fixer sur la structure. Mais avant de recouvrir le dessus de l'aile, il faut effectuer le câblage vertical. Allez, vite. Un électricien se glisse en rampant entre les longerons et le revêtement pour raccorder les câbles. Travailler dans l'obscurité sous les panneaux pesant 350 kg n'est pas une mince affaire. Heure après heure, fil par fil, toutes les connexions sont testées et vérifiées. Ça va, Looney? J'ai presque fini. Encore combien? 2. Il est là-dedans depuis 4h30. Il n'est pas encore sorti. Ça, c'est consciencieux. Le voilà! Encore bravo! Le câblage est terminé et le revêtement en place. Les mécaniciens vont maintenant passer la nuit à serrer des milliers d'attaches. Mais avant de raccorder la voilure au fuselage, il faut d'abord le compléter par un élément majeur. Comme un cadeau gigantesque, toute la partie avant de l'avion arrive dans le hangar des Phantom Works. Je n'en crois pas mes yeux. On l'a attendue longtemps et enfin la voilà. J'ai hâte de la fixer au fuselage. La partie avant, qui comprend le cockpit et toute son électronique, a été construite à Saint-Louis, dans une ancienne usine McDonnell Douglas appartenant désormais à Boeing. Encore 8 cm. Mais cette partie frontale, fabriquée à près de 3000 km de là, va-t-elle pouvoir se raccorder au reste du fuselage? La précision de l'assemblage doit être plus fine que l'épaisseur d'un cheveu. Si on descend un petit peu, l'alignement sera meilleur. On monte tous les deux. Recule juste encore un peu. Encore 1 centimètre et on y est. C'est bon. C'est bon. En moins de 2 heures, l'assemblage est terminé et le prototype Boeing a pris son allure définitive et bien particulière. Il commence à ressembler à un avion, ça fait plaisir. Je vois déjà le contrat. Moi aussi. Avec la voilure, c'est soudain comme une révélation dans les Phantom Works. Les formes distinctes du premier des 2 prototypes Boeing se précisent. La firme a maintenant plusieurs semaines d'avance et le moral est au plus haut. Tout s'est passé pour le mieux. Il a enfin une allure d'avion. Lockheed, gare à toi. Pour l'heure, Lockheed est très préoccupé par le retard des livraisons de pièces détachées. Les mécaniciens installent enfin le couple 270 en titane qui a demandé 5 longs mois d'usinage. Ed Buehrer attend nerveusement de voir s'il va s'ajuster. Dans ce cas, l'avion prendra vite forme. Mais sinon, c'en sera fini pour Lockheed. Dessiné sur les ordinateurs les plus récents, usiné avec des pointes de diamant, il est finalement assemblé à la main à l'aide d'un sac de sable. Belle pièce d'usinage. Dans cette course à la fabrication des prototypes, Lockheed est à la traîne de Boeing de plusieurs mois. Alors, l'équipe de montage va tout faire pour terminer au plus vite. Cet endroit est peuplé de passionnés d'aviation qui vont se défoncer. Et le rythme ne va pas faiblir, bien au contraire. Pour marquer son avance sur Lockheed, Boeing organise un coup publicitaire dans les hangars des Phantom Works. Prenant tout le monde par surprise, la firme présente les 2 prototypes assemblés aux journalistes.
Mesdames et messieurs, le X-32A et le X-32B, nos avions de démonstration. Qu'en pensez-vous? Respectant la vieille tradition aéronautique de la présentation au sol, Boeing dévoile à la presse son bébé décliné en 2 versions. Un grand moment pour le directeur du programme, Frank Stadkus. C'est la concrétisation de 3 années et demie de travail, de toutes vos réussites, de toutes vos idées. C'est aussi notre travail du week-end, nos heures supplémentaires. C'est notre âme qui est dans cet avion. Et nous avons tous transpiré pour parvenir à ça. Cette présentation est certes une étape pour l'équipe Boeing, mais en l'état actuel des choses, Frank Stadkus volerait sans doute plus vite que ses prototypes. Car s'ils ont certainement déjà une âme, ils n'ont pas encore de cerveau. Des centaines de milliers de lignes de logiciels sont toujours en cours d'élaboration pour gérer chacune des fonctions de l'appareil. Ce travail est testé ici sur un simulateur de plusieurs millions de dollars. Le chef pilote d'essai de chez Boeing, Fred Knox, met le faux avion de combat en condition. On va essayer avec un vent de travers de 20 nœuds. Les avions de combat modernes sont conçus pour être instables sur le plan aérodynamique. Mais contrôlés par un ordinateur, cette instabilité dans les airs se transforme en agilité acrobatique. Chaque simulation de vol effectuée par Knox contribue à peaufiner ce logiciel essentiel. Le logiciel de contrôle de vol stabilise l'avion, surveille son comportement en vol, relève et abaisse le train d'atterrissage, aide à la navigation. Il contrôle tous les paramètres essentiels de l'avion. Si nous ne terminons pas le développement ici, l'avion ne volera pas. Après des années de mise en jambe, les 2 adversaires sont maintenant bien échauffés et se dirigent vers le lieu d'affrontement, l'arène dans laquelle va se jouer le sort des prototypes et de leurs pilotes. L'heure est venue. La bataille va bientôt se dérouler dans le ciel. C'est à 50 km seulement des ateliers de Lockheed et de Boeing que se trouve l'endroit où tous les prototypes américains ont dû faire leurs preuves, la base d'Edwards. La base d'Edwards, c'est un endroit extraordinaire, et l'un des lieux mythiques en est le lit du lac asséché. Il mesure environ 20 km de large sur 32 km de long. C'est une surface très dure. On peut poser l'avion sans se soucier de chercher à tout prix une piste parce qu'on dispose de tout le lit du lac. La base Edwards a vu défiler sur et au-dessus de ces grands espaces tous les prototypes depuis les premiers vols supersoniques. C'est ici que le premier avion expérimental, le X-1, piloté par Chuck Yeager, a brisé le mur du son il y a plus de 50 ans. Et depuis lors, les grandes réussites de l'aviation, mais aussi ses tragédies, ont fait de la base Edwards le lieu sacré de l'histoire des vols expérimentaux. Aujourd'hui, le ciel d'Edwards va être le théâtre d'une grande première, d'une véritable bataille de titans. Historiquement, 47 programmes d'avions expérimentaux ont été lancés. Mais c'est la première fois que 2 prototypes sont en concurrence pour un contrat de production. C'est sans précédent. Il est temps pour la machine de rêve de Boeing de prendre l'air, pendant que Lockheed ne peut qu'observer du sol ce qui va se passer. Depuis le début, l'étrange prototype de Boeing a été l'objet de tous les sarcasmes. Aujourd'hui, la firme démontre que même un canard boiteux comme le X-32 peut en remontrer aux autres. Freddie Knox de la société Boeing. Nous sommes prêts à effectuer le premier vol du X-32 ce matin et je voudrais les prévisions météo pour le vent à, disons, 7h30. Fred Knox, le chef pilote de chez Boeing et un des principaux responsables de la mise au point du prototype, va prendre les commandes pour ce vol inaugural. C'est le grand jour? Oui, pour voler.
Le sort de Boeing est entre ses mains et il reçoit les derniers encouragements de Frank Stadkus. Pour moi, c'est le grand jour. Pour un pilote d'essai, un premier vol, c'est un événement. C'est aussi un grand jour pour toute l'équipe. Depuis 4 ans, nous travaillons très dur, tout le monde. Commande de vol, pompe auxiliaire, structure. Nous méritons tous ce vol. Sacrée journée pour tout le monde. C'est la journée rêvée. Je suis gonflé à bloc. On est prêt. Tout le monde est content. C'est la fin, chef. Si Fred Knox est nerveux, il ne le montre pas, même quand il trouve des outils qui traînent encore dans l'habitacle. Home sweet home. It'll be fun. Thank you, sir. Knox est seul à bord, mais il a de la compagnie dans le ciel. 2 avions de surveillance avec des pilotes d'essai à bord vont suivre son vol de près. Ça va être génial. Toute notre vie est là-dedans. Notre sang, notre sueur, nos larmes. Comme des parents fiers de leurs petits, les ingénieurs et les mécaniciens des Phantom Works se sont rassemblés pour voir l'avion décoller. Le vol d'aujourd'hui n'est pas un tour de piste. Le prototype Boeing quitte les Phantom Works définitivement pour la base d'Edwards, à quelques minutes de vol. Je braillais comme un nouveau-né. On était vraiment enthousiastes. Et quel soulagement. Deux équipes ont passé plusieurs années à concevoir et construire leur prototype de l'avion de combat du XXIe siècle. Maintenant que l'un des appareils concurrents vole et que l'autre va suivre de près, les deux prototypes vont pouvoir s'affronter pour le deuxième round. Mais seul un de ces avions aura droit aux honneurs de la production en série. Un seul des deux honorera les innombrables heures de travail investies dans sa création. Un seul remportera le contrat de plusieurs milliards de dollars pour devenir l'avion de combat du futur. Nous lançons aujourd'hui le plus grand programme d'équipement de l'histoire du ministère de la Défense, le JSF. Les militaires américains ont besoin d'un nouvel avion de combat capable d'échapper aux radars ennemis, de se poser sur les porte-avions et de s'immobiliser en vol stationnaire comme un hélicoptère. Et comme ce super avion du XXIe siècle entrera en service dans l'US Air Force, la Navy et chez les Marines, les militaires en commanderont énormément, sans doute pour près de 200 milliards de dollars. Deux des plus grands constructeurs aéronautiques américains sont en lice, Boeing et Lockheed Martin. Chacun d'eux a passé plusieurs années à mettre au point sa propre version du prototype, espérant qu'il deviendra l'avion de combat du futur. Et le moment est venu pour eux de s'affronter en un duel supersonique au-dessus de la base d'Edwards en Californie, le terrain d'essai de tous les avions expérimentaux américains.
La particularité de ces installations en plein désert est le lit asséché d'un lac. Cette surface dure, large de 20 km et longue de 30, constitue une gigantesque piste d'atterrissage tous azimuts qui peut, en cas de problème, sauver la vie d'un pilote. Aujourd'hui, Fred Knox, le pilote d'essai de chez Boeing, emmène pour son premier vol le prototype X-32 vers la base d'Edwards, pendant que les techniciens de chez Lockheed, dans leur effort frénétique pour rester dans la course, fignolent les derniers détails sur leur X-35. Durant 1 an, chacun des prototypes va voler sans relâche pour tenter de prouver qu'il est le meilleur, mais seul l'un d'eux emportera le contrat de plusieurs milliards de dollars. Dans les minutes qui suivent, l'avion arrive dans le ciel d'Edwards. Train sorti, on ne sait jamais. Knox a déjà effectué des centaines d'heures de vol sur simulateur. Il vérifie maintenant si l'avion réel se comporte comme prévu. Je suis satisfait de l'avion. C'est alors que Dennis O'Donoghue, l'autre pilote d'essai de chez Boeing, dans l'avion d'accompagnement, repère un problème. Ici l'Irlandais sur tribord. Tu as une fuite de fluide hydraulique à mi-fuselage à l'avant. Je suppose que c'est le premier vol. Ça déborde un peu, mais ça devrait s'arrêter. Mais elle n'a pas l'air pour l'instant. Je garde un œil dessus. Bien reçu. L'origine de la fuite étant incertaine, Knox reçoit l'ordre de mettre fin à ce premier vol. Tout semble fonctionner comme il faut à bord. Je me prépare à atterrir. Félicitations, Fred. Bon boulot. Le voilà, et un vol à notre actif. Bon, on a perdu un peu de fluide. On n'a jamais perdu le contrôle. Tout a fonctionné. L'atterrissage était normal. Les qualités de vol sont superbes. Alors, t'as eu la trouille? Oui, je préférais vraiment que tu te poses. La fuite s'avère mineure, juste un petit incident ponctuant une journée par ailleurs prometteuse. À la base d'Edwards, Boeing commence sa campagne d'essai en vol. À chaque départ, le pilote effectue une série de manœuvres test. Des capteurs enregistrent les caractéristiques de vol de l'avion et les résultats sont envoyés au bureau d'analyse du programme JSF. Jusque-là, les performances de l'avion correspondent exactement aux simulations de Boeing, illustrant à quel niveau de sophistication la conception par ordinateur est désormais parvenue. Tous les pilotes ont été abasourdis de constater à quel point l'appareil était proche de nos prévisions, en ce qui concerne la vitesse, les qualités de vol et les performances des systèmes. C'est une bonne surprise. Le capitaine de frégate Phil Yates, nom de code Brody, est le pilote d'essai officiel de la US Navy, détaché chez Boeing. Il ne s'attendait pas à un tel honneur. J'ai reçu un coup de téléphone. Voulez-vous être le premier pilote de la Navy à faire voler le JSF? J'en étais bouche bée et après un moment, j'ai répondu « Oui, je crois que ça me plairait. » Les appontages sur porte-avions témoignent de la précision des pilotes de la Navy, et Roddy est l'un des meilleurs. Pour se préparer aux essais du prototype Boeing, il fait quelques échauffements sur F-18 Hornet. OK. Tuyère en état. Pression hydraulique OK. Moteur OK. On y va. Les appontages en mer sont le moment le plus stressant pour un pilote, surtout de nuit, par mauvaises conditions. Pont qui tangue, mauvaise météo.
Il faut pouvoir contrôler l'avion avec précision. Arrivant à près de 250 km/h, les pilotes de l'aéronavale visent une surface de 40 mètres de long, à peu près la taille d'un terrain de tennis. Et ils doivent accrocher l'un des 4 brins d'arrêt. Les pilotes ne freinent pas. Dès qu'ils touchent le pont, ils remettent les gaz à fond, afin de conserver assez de poussée pour redécoller s'ils ratent les brins. Se poser sur une piste, c'est comme enfiler sa ceinture dans les pattes du pantalon. Mais sur un porte-avions, c'est comme passer un fil dans le chat d'une aiguille. La tâche d'un pilote d'essai consiste à sauter dans un avion qu'il connaît à peine et à faire un rapport sur ses qualités et ses défauts. Faire ça sur un avion qui n'a encore jamais volé, c'est ce qui motive le plus un pilote d'essai. Mais ce qui plaît aux pilotes d'essai terroriserait n'importe qui d'autre. Ici, à Edwards, Rowdy va effectuer avec le prototype Boeing les manœuvres de précision exigées par les approntages. Nous savons tous que ces avions n'ont pas encore fait leurs preuves, mais en tant que pilote d'essai, notre tâche est de pouvoir contrôler toutes les situations qui peuvent se produire à bord. Si on n'était pas prêt à ce genre de défi, on ne volerait pas.